Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal d'information sur Chef la télévision dont voici l'unique et principal titre. Clôture des travaux du dialogue national ce matin, c'était dans la salle de Bazoumana Sissoko au palais de la culture Amadou Ampatiba. La cérémonie de clôture était présidée par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais dans les titres, le dialogue national inclusif a connu son épilogue ce dimanche 22 décembre 2019 dans la salle Bazoumana Sissoko du palais de la culture Amadou Ampatiba. Durant une semaine, les participants venus de toutes les régions du pays et du district de Bamako ont débattu sur plusieurs thématiques ayant trait à la paix, la sécurité, le vivre ensemble, bref, des questions d'intérêt national. Placé sous la haute présidence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, la cérémonie de clôture des travaux a enregistré la présence des membres du gouvernement, des présidents des différentes institutions de notre pays, des organisations politiques, religieuses et de la société civile. Amadoun Diallo, Foussine Keïta pour le reportage. Face à la crise multidimensionnelle que traverse notre pays depuis 2012, un sursaut national demeure la seule alternative pour dépasser toutes nos divergences pouvant aboutir à une paix durable. Durant 9 jours, des questions relatives à la paix, la sécurité, la cohésion sociale, la gouvernance, la culture, le sport et le développement ont été longuement débattues sans réserve par les différents participants répartis entre plusieurs commissions. Nous voici à la clôture de ce processus tant attendu par la nation malienne. Ces 9 jours de concertation nous ont permis d'aborder toutes les questions sans exclusion ni tabou. Par moments, les séances sont apparues comme un véritable exercice de catharsis où les vérités ont été dites en face. Puis les griefs se sont tus et ensemble nous nous sommes projetés vers notre destin commun. Nous avons compris que nous appartenons tous à la même nation. Nous avons compris que 7 ans de crise sans discontinuer a fragilisé notre État et nos institutions. Nous avons compris qu'il faut travailler à assurer la paix, la sécurité et la cohésion sociale. À l'issue des assises du dialogue national, 4 grandes recommandations ont été adoptées par les participants venus de toutes les régions du pays et du district de Bamako. La première porte sur la tenue des élections législatives avant le 2 mai 2020. La deuxième porte sur la révision constitutionnelle. La troisième est relative au déploiement des forces de sécurité et de défense sur toute l'étendue du territoire national. La quatrième et dernière recommandation porte sur la révision de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Vous savez, nous, en tant que parti politique de l'opposition, l'ADP Mariba, dès le sortir de l'élection présidentielle, nous avons appelé à ce dialogue. Nous avons souhaité que les Maliens se retrouvent pour qu'on trouve des solutions durables à la crise multidimensionnelle que connaît notre pays. Finalement, nous sommes arrivés au dialogue. C'est vrai qu'au départ, sur le format, nous avons eu beaucoup de réserves sur le dialogue lui-même, mais malgré tout, nous avons décidé de venir y participer. C'est toujours bien de dialoguer, surtout dans un pays qui est en crise, qui est en guerre. Donc que des Maliens arrivent à se retrouver, oublient leurs différends, oublient les clivages politiques et associatifs pour mettre le Mali au cœur de leurs préoccupations est juste quelque chose de magnifique. Je sors de ce dialogue régaillardi, plein d'espoir pour mon pays. Et ces 8 jours que nous avons passés ensemble, c'était des fils d'un même pays qui un temps étaient divisés sur les questions existentielles de l'histoire de ce pays. Et si vous regardez la diversité et la qualité des participants du nord au sud, de toutes les confessions, de toutes les sensibilités, de toutes les tendances qui ont décidé de parler de leurs problèmes,
Depuis longtemps, depuis 2012, nous avions demandé ce dialogue, nous ne l'avons pas eu. Nous avons délocalisé nos problèmes, nous avons transféré notre destin à d'autres. Il était important, vu tous ces morts tous les jours, l'armée, les questions existentielles, les questions sociétales, les questions structurelles, institutionnelles, il était important à un moment donné que nous nous mettions ensemble autour d'une table pour dégager un minimum de consensus. Et je pense bien que c'est un dialogue qui va beaucoup avancer le Mali et dans beaucoup de cadres, surtout la cohésion sociale, et surtout l'apaisement des cœurs et surtout la réconciliation des Maliens, des fils et des filles du Mali. Il y a eu des thématiques pertinentes. Et ce que je peux souhaiter est que ça soit vraiment applicable, que ça ne soit pas un dialogue qu'on a fait, que ça parte dans les tiroirs et que ça soit oublié. J'interpelle personnellement le chef de l'État pour ces engagements qu'il a pris et que la mise en œuvre de ce dialogue soit une réalité. Dès l'entame de son discours, avec une très vive émotion, le président Ibeka a tenu tout simplement à rendre un vibrant hommage à l'ancien président Amadou Toumani Touré qui a pris part à la clôture des travaux du dialogue national inclusif après 7 ans d'exil au Sénégal. Estimé frère Amadou Toumani Touré, fils de mon père Toumani Touré, ta place était vide le 14, elle est bien remplie aujourd'hui. Tu auras senti combien tu étais attendu par ce peuple. Mon frère, sois le très bienvenu chez toi. Après la clôture des travaux du dialogue national inclusif, des comités seront élaborés pour assurer le suivi et la mise en œuvre des différentes recommandations issues de ces assises. Voilà, nous restons au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ pour la cérémonie de clôture des travaux du dialogue national inclusif présidé par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta en présence de l'ancien président Amadou Toumani Touré ainsi que plusieurs personnalités politiques, religieuses et coutumières de notre pays. Amadou Kamara et Baba Keïta. Pendant plus d'une semaine, un dialogue franc et sincère s'est établi entre les représentants des Maliens de tous bords sur les problèmes auxquels notre pays est confronté, ainsi que leurs causes en vue de proposer des solutions avec un chronogramme et un plan d'action de mise en œuvre. Ces échanges ont abouti à des propositions consensuelles. Nous attendons de ce dialogue national inclusif des résolutions fortes, des recommandations pertinentes qui seront, je l'espère, prises en compte très rapidement par le président de la République et le gouvernement pour leur application. Parce que c'est le seul gage de réconciliation nationale, de renforcement de l'unité nationale. D'abord, ce que je pense du dialogue, c'est que c'est, comme on le dit, le dialogue est une vertu. Moi, je le dis, je le répéterai toujours, nous n'avons pas d'autre alternative que le dialogue. Aller dans l'inconnu. Donc, ce dialogue qui est en train de se clôturer est, j'en suis persuadé, extrêmement salutaire pour notre pays. Ce que j'entends du dialogue, c'est que quand les populations se réunissent, discutent, sortent des recommandations, c'est extrêmement important que les recommandations retenues soient strictement mises en œuvre. Selon plusieurs personnalités, ce dialogue va aboutir à une démarche participative et inclusive, aussi bien sur le plan local, communal, régional et national. Nous avons passé un long processus. Nous avons travaillé sur les termes de référence. Moi, j'ai personnellement participé à l'atelier de validation des termes de référence. Nous avons participé aux étapes communales, aux étapes de cercle, aux étapes de région, aux étapes de Bamako où moi j'ai personnellement participé, en plus de l'étape au niveau de la commune 4. Nous avons participé aux étapes dans les consulats et nous avons participé à l'étape nationale. Nous estimons que les conclusions qui sont sorties peuvent contribuer à la sortie des crises du pays. Nous nous réjouissons d'être ici parmi vous les Maliens, rassemblés comme ça, comme une seule famille. Je crois que le dialogue est une vertu défendue, prônée par toutes les cultures, toutes les religions.
Et il faut juste souhaiter que les outputs de ce grand rassemblement soient à la mesure des attentes des Maliens. Nous félicitons le président de la République, le gouvernement malien et tous les Maliens qui ont participé à ce dialogue, très attendu. Nous espérons que les recommandations qui sortiront de ce dialogue permettront au pays d'affronter et de prendre en charge toutes les préoccupations qui se sont posées ces dernières années au Mali. Les représentants des Maliens de l'extérieur ont estimé que ce dialogue a été un véritable succès et sont très optimistes quant à la mise en œuvre de ces recommandations et résolutions. Ils estiment que le dialogue est de nature à ramener la paix au Mali. Nous avons suivi l'ensemble des résolutions et la promesse faite par le président de la République de veiller à ce que, en tout cas au niveau de la commission de suivi, que tout cela puisse être effectivement fait par rapport en tout cas à l'expression de l'ensemble des désirés des Maliens. Pas seulement qui ont participé, mais c'est l'ensemble des Maliens. Le président de la République a accepté, il a instruit une équipe, le triumvirat, qui a conduit ce dialogue. Nous avons participé à tous les niveaux, 24 ambassades ont été choisies et consulats. Le CSDM a participé à tous les travaux, nous avons fait des propositions pertinentes et percutantes par rapport à l'avenir, au devenir du Mali. La qualité et le sérieux qui ont animé les travaux du dialogue national inclusif n'ont pas surpris les milliers de participants venus de tous les horizons. Les propositions ont été pertinentes et fructueuses. Nul ne doute que d'une manière générale, ces propositions seront matérialisées. Nous attendons la paix, la sécurité et la consolidation de nos institutions. Le dialogue a été un moment de communion, de retrouvailles pour les Maliens. Et je pense que le Mali va aller sur de bons pieds. Des cœurs de tous les Maliens, de tous bords. Donc les gens se sont parlé, ils ont pris des résolutions, ils ont fait des recommandations. Je crois qu'on va se retrouver pour la paix. Donc les amis de la CEMA, les camarades de tous bords, la société civile, des partis politiques, nous sommes retrouvés et nous nous sommes parlé. Et je crois qu'après ce dialogue, le Mali va être à même de trouver son temps d'antan. À noter que ce dialogue national inclusif qui vient de s'achever à Bamako a donné l'occasion de réaffirmer une fois de plus l'attachement des Maliens à la paix et à la concorde dans notre pays, de même qu'à l'unité et au progrès de celui-ci. Voilà la cérémonie de clôture du dialogue national inclusif. Nous y restons pour suivre à présent le discours de clôture du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, un discours au cours duquel il a rendu un vibrant hommage aux anciens chefs d'État du pays. Il est au micro d'Amadoune Diallo et Fousseni Keïta. Ce Mali, je l'aime. Le Mali qui a encore confondu ceux qui ne croyaient pas, qui pensaient ni réaliste, ni possible l'organisation d'un dialogue tel que celui qui nous réunit. Ils subiront d'autres défaites tant qu'ils continueront de douter. Tant qu'ils continueront de douter. En meilleur français, tant qu'ils continueront à douter des capacités et des ressorts de ce vieux pays. Rendons-en grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Rendons-lui grâce d'avoir rendu possible cette bienheureuse rencontre. Rendons-lui grâce de continuer à bénir notre cher pays qui peut trébucher, mais qui retrouve toujours son équilibre de nations disponibles à l'autre, sa force de nations consensuelles et pacifiques, son atout, et ce n'est pas peu, de nations fortes. Car, mesdames et messieurs, la force n'est pas dans le chêne, elle est dans le roseau, elle n'est pas dans le tronc, elle est dans la racine,
Elle n'est pas dans la carrure, elle est dans la résilience. Et précisément dans la résilience du roseau, tremblant certes, dans la violence des vents, mais toujours debout dans l'adversité, debout, droit et digne. Et ce roseau, c'est le Mali, notre pays. Notre pays ne saurait jamais être un navire en perdition. Pas un bateau ivre. Certes, il lui arrive par gros temps de tanguer. Mais pour ce qu'il a apporté aux autres, pour la part de lumière qu'il a donnée, il ne saurait jamais chavirer. Les rapporteurs ont une mission ingrate, difficile, exigeante. Mais vous avez été à la hauteur de l'attente. Enfin, chers participants, belle salle, belle cérémonie. Et toutes les petites mains sans lesquelles ce jour n'aurait pas été, soyez tous remerciés pour le Mali. Et je pense qu'il faudrait également remercier et dire combien nous avons été satisfaits pour la qualité des contributions de nos frères des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation. Je vois Aruna, je vois Al-Rabas, je vois tous les autres, mes autres frères, et je crois qu'il n'y a pas de plus beau discours d'entente nationale malienne que votre présence. Merci. Sur tout autre plan, le Rotary Club a organisé une cérémonie de remise de vivres et d'assainissement et de matériel d'assainissement à l'endroit de 100 familles. La cérémonie de remise s'est déroulée le vendredi 20 décembre à Bankoni, Flabougou, en commune 1 du district de Bamako. C'était en présence de plusieurs personnalités. Un reportage de Tata Touré et Ablay Sogodougou. Contribuer à la construction de la paix et répondre aux besoins élémentaires d'autrui, tel est l'objectif de cette cérémonie de remise de dons de vivres à l'endroit de 100 familles suite aux inondations causées par la dernière saison hivernale. 10 millions francs CFA, c'est la valeur de ces importants dons que le club Rotary vient d'offrir à 100 familles. Ces dons sont composés de vivres ainsi que des matériels d'assainissement. Nous, Rotariens du Mali, sont venus aujourd'hui apporter notre contribution suite aux inondations causées par les pluies diluviennes du dernier hivernage dont vous avez été les victimes. Cette situation a interpellé les Rotariens du Mali qui ne pouvaient pas rester différents. La devise du Rotary, c'est servir d'abord. Pour les Rotariens, servir d'abord ne se réduit pas à une devise. C'est un mode de vie qui enrichit notre existence et lui donne un sens. Servir d'abord nous permet de concentrer notre énergie sur ce qui importe le plus. Nous donnons la priorité aux besoins des autres et non à nos désirs. La chose la plus importante dans la vie est de se rendre utile aux autres. Avec le concours des autorités administratives, nous avons identifié 100 familles bénéficiaires qui recevront chacune, à travers leurs représentants, un sac de 100 kg de riz, un sac de 50 kg de mil, 5 litres d'huile,
5 kg de lait en poudre, un paquet d'eau de javel, 25 kg de sucre, un carton de savon et un carton de macaroni. C'est vraiment un bon créneau de cohésion, vous l'avez dit, monsieur le gouverneur, c'est un créneau de cohésion, tendre la main à ceux qui souffrent. C'est une bonne devise et nous l'apprécions à sa juste valeur. Ce geste est le symbole d'une générosité et de marque d'attention envers ceux qui sont en détresse. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de manifester leur sentiment de joie à travers ces dons avant de remercier les donateurs. Certes, au moment des périodes de la saison des pluies, il y a eu des inondations. Il y a eu des pertes de vivres. Dieu merci, en commune 1, nous remercions le bon Dieu. Il n'y a pas eu de pertes humaines chez nous, mais il y a eu des dégâts matériels très importants. C'est vrai, les donations ne peuvent pas remplacer tous ces matériels-là, mais c'est significatif. Si tous les clubs, toutes les associations, tous les ONG prennent l'exemple sur le Rotary Club, aujourd'hui, les 60%, nous allons vaincre la pauvreté au Mali, même dans tous les 10 autres pays de la Rotary Club. Donc vraiment, on vous accueille, nous sommes heureux. Très heureux, à bras ouverts. Merci à Rotary Club. Merci à toutes personnes qui ont contribué pour que ces cérémonies de donation soient une réussite. Rappelons que le bonheur et la satisfaction des mondes meilleurs est l'objectif principal du Rotary. Le mouvement jeunesse au service du Mali a organisé une cérémonie de don de sang au centre de santé de référence de Bamako. Objectif est sauver des vies. La remise de ce don s'est déroulée le samedi 21 décembre. Tata Touré et Ablé Sougoudou pour le reportage. Donner du sang pour sauver des vies est l'objectif du mouvement jeunesse au service du développement du Mali, qui ambitionne à travers ses gestes de contribuer à faire œuvre utile au profit de ces nombreux nécessiteux qui meurent dans les hôpitaux chaque jour. Pour arriver à leur fin, une forte mobilisation de tous les membres du dit mouvement pour répondre à cet appel hautement citoyen. Bon, je suis là pour parrainer une œuvre utile. Le MJS, qui est le mouvement des jeunes patriotiques au service du Mali, qui est un mouvement créé pour soutenir mes actions, a bien voulu organiser ce don de sang pour venir en aide à nos forces armées de sécurité qui sont sur le front. Et ils se sont fixés un objectif de don de 200 poches de sang. Et je pense que ce matin a été retenu comme date pour vraiment, en tout cas, pouvoir mener cette activité au niveau du centre de santé de référence de la commune 5 ici. Donc je suis là en tant que parrain, et non seulement pour encourager ce mouvement, et pour remercier aussi ce mouvement par rapport à l'ensemble de ces belles initiatives. Et je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il n'y a pas de lien plus fort que le lien sanguin. Donc quelqu'un qui donne son sang, faire quelque part un acte vraiment patriotique, et je pense que nous devrons saluer ce genre d'initiative et encourager aussi l'ensemble des jeunes du Mali, à défaut de pouvoir être tous sur le front, sinon je dirais de la population malienne, à défaut d'être tous sur le front, je pense que chacun d'entre nous peut de sa façon être utile à la cause commune. Ce geste est un acte que les membres du MJSM pensent pérenniser afin de permettre que le sang soit disponible à tout moment dans les hôpitaux. Un appel qui doit toucher toute personne afin de donner son sang et au moment venu pour sauver une vie. L'objectif visé, comme je l'ai dit, d'abord c'est de mobiliser la population, la sensibiliser par rapport au don de sang, parce que c'est des vies qui y partent par défaut de sang. Donc de mobiliser les 200 poches, ou au-delà, mais en même temps une façon d'alimenter la banque de sang et quelque part jouer notre rôle de patriote. Le sang, c'est la vie. Et dans la vie, qui que nous soyons, nous pouvons être utiles aux autres. C'est-à-dire il n'est jamais tolérable d'être heureux seul. Donc il se trouve que certains, d'abord avant les femmes, il se trouve que certains se trouvent dans le besoin de sang pour sauver leur vie.
Mais en même temps également nos femmes, ces hommes et ces femmes-là qui sont prêts à mourir pour nous. Si vous voyez que nous dormons à l'aise parce que ceux-ci sont sur le front. Donc pour l'effort de guerre, pour les accompagner et les montrer que la population civile, les MJS avec l'honorable Moussa Tamine, nous sommes derrière et donc vraiment nous avons voulu lancer ce programme de dons de poches de sang pour sauver des vies. Les intervenants ont tour à tour remercié les initiateurs avant de souligner que ce geste est le seul moyen de réduire la vulnérabilité et sauver les patients qui ont besoin de poches de sang. À présent, voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images. Un commentaire signé Moussa Fomba. Aux côtés d'Emmanuel Macron, le président ivoirien Ouattara a annoncé ce 21 décembre la fin prochaine du franc CFA qui sera remplacé par l'ECO. Les 8 pays de l'actuelle zone franc en Afrique de l'Ouest vont couper les liens techniques avec le Trésor et la Banque de France. Ils géreront eux-mêmes cette monnaie sans interférence de la France. 3 changements majeurs interviennent. Le changement du nom de la monnaie du franc CFA à l'ECO, l'arrêt de la centralisation de 50% des réserves de l'UEMOA, d'échange au Trésor et la fermeture du compte d'opération et enfin le retrait des représentants de la France de tous les organes de décision et de gestion de l'UEMOA. La France garde un rôle de garant en cas de crise. Si jamais les pays de la zone ECO n'ont plus de quoi payer leurs importations, la France le fera. Reste que si l'on en arrive là, Paris se réserve le droit de revenir dans une instance de décision, en l'occurrence le Conseil de politique monétaire. En Mauritanie, le fossé ne cesse de se creuser entre le nouveau président Mohamed Ould Ghazouani et son prédécesseur Mohamed Ould Abdelaziz. Dans une conférence donnée ce 20 décembre, l'ex-chef de l'État a qualifié de folie et de satanique la décision prise le 21 novembre dernier par les députés et les conseils municipaux et régionaux, réaffirmant que le président Ghazouani est l'unique référence du parti au pouvoir, l'Union pour la République. Pour Ould Abdelaziz, la Constitution interdit au chef de l'État de diriger ou de contrôler l'UPR. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a organisé une conférence de presse au milieu de la nuit à son domicile. Plusieurs hôtels avaient en effet refusé de l'accueillir selon son entourage. Les médias officiels mauritaniens n'y ont pas assisté. Il était entouré seulement de 2 des 27 membres d'une commission qui assure la gestion de l'UPR. Des milliers de partisans ont acclamé l'ancien président François Bozizé ce samedi 21 décembre à Bangui, la capitale centrafricaine. Pour sa première apparition publique depuis son retour d'exil, en début de semaine, l'ex-général a participé à un meeting de son parti, le Kwanakwa, Convergence nationale, sur un terrain de foot près de l'aéroport de Bangui. Selon une bonne source, l'ancien chef de l'État avait hésité à se rendre à ce meeting. Ses porte-paroles avaient même annoncé qu'il ne participerait à aucun rassemblement à son retour tant qu'il n'aurait pas rencontré le président Touadéra. Sauf que l'ancien général arrivé à Bangui il y a une semaine commence à trouver le temps long. Pendant combien de temps devra-t-il ronger son frein, lui qui est rentré en Centrafrique dans l'espoir de reconquérir le pouvoir par les urnes? Pas question pour lui toutefois de se lancer à ce stade-ci dans la mêlée. Il est rentré à Bangui selon ses proches dans un esprit de paix et de réconciliation nationale. Le président burundais Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, a réaffirmé qu'il ne briguera pas un 3e mandat en mai 2020. Annonce faite ce samedi 21 décembre à la radio-télévision nationale. Cette fête est ma dernière avec vous ici. L'année prochaine, à la même période, ce n'est pas moi qui prendrai la parole. Vous serez en train de faire une cérémonie pour un nouveau chef d'État, a déclaré Nkurunziza vendredi à Gitega, la nouvelle capitale. Je vais vous demander une chose. Multipliez par 3 auprès de mon successeur la fidélité et l'engagement que vous m'avez manifesté au cours de ces 15 dernières années. La Commission électorale nationale indépendante CENI du Burundi a fixé au 20 mai 2020 une présidentielle couplée à des législatives et des communales. Le président réaffirme ainsi haut et fort sa volonté de ne pas briguer un nouveau mandat, alors que l'opposition en exil, la société civile ainsi que de nombreux diplomates doutent de cette intention affichée.
L'Assemblée nationale de Cuba a désigné ce samedi Marrero aux fonctions de Premier ministre, un poste qui n'existait plus depuis 1976. L'Assemblée nationale, qui a 2 sessions ordinaires par an, s'est réunie vendredi et samedi pour mettre en œuvre certains des changements inclus dans la révision de la Constitution adoptée en avril, dont le rétablissement du poste de chef du gouvernement. Ce qui est prévu, c'est que le chef d'État ait un pouvoir important et qu'il soit assisté du Premier ministre dans l'accomplissement des fonctions du gouvernement. Il pourra désigner ou remplacer les dirigeants et les fonctionnaires de l'administration centrale de l'État et contrôler le travail des gouverneurs des provinces. En 1 an et 8 mois, depuis l'arrivée au pouvoir de Miguel Díaz-Canel, la majorité des portefeuilles ministériels ont été réattribués, signe d'un changement de génération. Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, a annoncé vendredi sa volonté d'ouvrir une enquête complète sur d'éventuels crimes de guerre dans les territoires palestiniens. Israël et les États-Unis y sont fermement opposés. Je suis convaincu qu'il existe une base raisonnable justifiant l'ouverture d'une enquête sur la situation en Palestine et que des crimes de guerre ont été commis ou sont en train de l'être en Cisjordanie, notamment à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza, a déclaré Fatou Bensouda dans un communiqué vendredi 20 décembre. Si la procureure prend bien soin de ne pas nommer les auteurs de ces crimes, Israël a immédiatement réagi par la voix de son premier ministre. Cette décision de Fatou Bensouda a transformé la Cour pénale internationale en outil politique pour délégitimer l'État d'Israël, a déclaré Benjamin Netanyahou, alors que les Palestiniens ont salué cette annonce. Point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.